Bonjour à tous et bienvenue salle 104. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier l'entre-deux-guerres en nous focalisant sur la montée en puissance des expériences totalitaires et la fragilisation des régimes démocratiques européens qui en résulta. Les deux grands États démocratiques européens, le Royaume-Uni et la France, sortent victorieux de la Grande Guerre. À travers les différents traités de paix de 1919 à 1923, ils s'efforcent de trouver un nouvel équilibre sur le continent, mais ils doivent faire face à une succession de crises économiques, politiques et surtout à la montée en puissance de nouveaux modèles concurrents, les régimes totalitaires. Il s'agira ainsi pour nous d'essayer de caractériser ces régimes et de comprendre comment ils ont fragilisé les démocraties européennes durant l'entre-deux-guerres. Dans un premier temps, nous allons donc nous pencher sur les deux principales expériences de cette période. Avant d'étudier ces deux modèles, il convient de revenir sur la notion de régime totalitaire. C'est un concept forgé pour désigner un régime politique prenant le contrôle total d'une société pour imposer son idéologie et atteindre ses objectifs. À cette fin, il dispose d'un monopole total du pouvoir politique qui se concentre dans un parti unique dirigé par un chef charismatique. Il dirige aussi totalement l'économie. Enfin, il exerce une emprise totale sur la population. Chronologiquement, le totalitarisme soviétique est le premier à apparaître. Ses bases sont posées par Lénine de la révolution russe de 1917 à 1924. Pour faire triompher son idéologie et l'exporter à l'étranger, seul le parti communiste est autorisé. Les opposants sont éliminés. En 1922, l'URSS est créée. Après la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline s'impose à la tête de l'URSS en éliminant ses rivaux. Il systématise à grande échelle les mesures déjà prises et les pousse plus loin pour faire de l'URSS une puissance majeure sur la scène internationale et montrer la supériorité de son modèle. L'État soviétique prend le contrôle total de l'économie, la propriété privée est supprimée, l'État devient propriétaire de toutes les entreprises, on parle de nationalisation. À partir de 1929, la collectivisation des terres est organisée, c'est-à-dire la mise en commun des moyens de production agricole gérés par l'État au sein de grandes structures nommées les kolkhozes. Enfin, une industrialisation massive planifiée est lancée avec des objectifs sur 5 ans. Parallèlement, l'URSS est gouvernée par la propagande et la terreur. Les enfants sont embrigadés à travers les jeunesses communistes. Un culte du chef est voué à Staline, surnommé le petit père des peuples. Tous ceux qui s'opposent au régime stalinien sont déportés dans les camps de concentration du régime, les goulags, ou éliminés par la police politique, le NKVD. C'est dans l'Allemagne du début des années 30 que se met en place le totalitarisme national-socialiste, souvent abrégé en nazi. Le parti nazi apparaît et s'organise durant les années 20 autour d'une personnalité, Adolf Hitler, en défendant plusieurs thématiques. Le rejet du diktat de Versailles, l'antisémitisme et l'antiparlementarisme, car les responsables républicains et les juifs sont jugés responsables de la défaite de 1918. C'est aussi durant cette période qu'Hitler définit l'idéologie raciste nazie, notamment dans Mein Kampf, son livre paru en 1925. Pour lui, l'espèce humaine est divisée en différentes races. Le peuple allemand appartient à la race aryenne, une race pure, naturellement supérieure à toutes les autres, comme les juifs décrits comme de dangereux parasites. Pour les nazis, cette supériorité naturelle donne aux Aryens le droit de posséder un vaste territoire en Europe, un espace vital répondant à l'ensemble de leurs besoins. En 1929, une crise économique mondiale éclate depuis Wall Street à New York. Une large part des Allemands sombre dans la misère. Le terrain est alors propice au parti nazi dont les scores électoraux progressent en même temps que le chômage. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier. Le parti nazi devient le seul autorisé, la population est totalement embrigadée, notamment via la propagande massive et le culte de la personnalité rendu au Führer, le guide. L'État nazi se définit comme raciste et s'en prend violemment aux Allemands juifs en les excluant de la société ou en s'attaquant physiquement aux familles juives comme durant la nuit de cristal le 9 novembre 1938. Le régime nazi transforme aussi profondément l'économie du pays pour le réarmer et le préparer à une guerre destinée à construire l'espace vital de la race aryenne. De grands cartels industriels sont fondés et confiés à des patrons adhérents à l'idéologie nazie.
Le pays doit être prêt à soutenir une guerre à partir de 1940. Pour terminer, le régime nazi traque ses opposants à l'aide de la Gestapo, sa police politique, pour les éliminer ou les déporter dans des camps de concentration comme Dachau où leur force de travail est exploitée jusqu'à la mort. Comme nous allons le constater dans notre seconde partie, l'affirmation des totalitarismes européens fragilisa les démocraties européennes. Cette fragilisation est multiple. Elle se manifeste d'abord sur le plan de la politique intérieure, comme le montre l'exemple français. Au début des années 30, le pays rentre lui aussi dans une crise économique liée au krach boursier de 1929. Cette situation débouche sur une crise politique car elle nourrit le développement des ligues d'extrême droite, des groupes hostiles à la République parlementaire qu'ils jugent incapables et corrompus. Souvent antisémites et profondément anticommunistes, les ligues montent en puissance en s'inspirant du nazisme allemand et du fascisme italien et font pression sur le pouvoir avec des manifestations violentes comme celle du 6 février 1934. Ce contexte donne lieu à une réaction démocratique et républicaine menée par les partis de gauche, dont les communistes. Ils forment le Front populaire et remportent les élections de 1936. Cependant, cette initiative n'aurait pas été possible sans l'intervention de l'URSS, soucieuse de la montée en puissance d'Hitler, qui a encouragé cette alliance alors qu'elle l'a bloquée depuis 1934. En France, la victoire du Front populaire, dirigée par Léon Blum, donne lieu à de grandes grèves, les usines sont occupées, on y fête la victoire du Front populaire et le presse d'appliquer son programme. En juin 1936, le gouvernement prend ainsi plusieurs mesures sociales fortes, comme la semaine de 40 heures ou la mise en place de 2 semaines de congés payés. Sur le plan international, la guerre d'Espagne de 1936 à 1939 permet aussi d'observer cette fragilisation des démocraties. Cette guerre civile débute avec le coup d'État du général Franco contre le Frente Popular, composé des républicains et de la gauche espagnole, dont les communistes. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie s'impliquent aux côtés de Franco en fournissant un soutien logistique, mais aussi des combattants. L'URSS fait de même pour le Frente Popular. En France, Léon Blum, à la tête du Front populaire et du gouvernement, répond d'abord favorablement à la demande d'aide des républicains espagnols. Il doit cependant se raviser pour plusieurs raisons. Cette position heurte une opinion publique française très pacifiste, encore marquée par le traumatisme de la Première Guerre mondiale, qui craint une extension du conflit. La droite française y est catégoriquement opposée, l'unité du Front populaire explose autour de cette question. Surtout, le gouvernement anglais estime que les républicains espagnols favorisent une révolution communiste qu'il refuse de soutenir. Les Anglais menacent la France de ne pas l'épauler en cas d'affrontement avec l'Allemagne si elle intervient en Espagne. La France doit alors se contenter d'une aide clandestine envers les républicains espagnols qui perdent la guerre civile en 1939. Ce recul des démocraties, au nom du pacifisme, se reproduit en septembre 1938, lors des accords de Munich. Il règle les fortes tensions entre les démocraties européennes et le Troisième Reich, qui avait annoncé l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie, alliée de la France, en prétextant qu'elle était peuplée majoritairement d'Allemands. Les démocraties acceptent de ne pas entrer en guerre si Hitler s'en tient là et ne revendique plus d'autres territoires. Leurs gouvernements respectifs sont accueillis en héros sauveurs de la paix, mais d'un point de vue international, les démocraties sont discréditées pour avoir trahi la Tchécoslovaquie. En mars 1939, Hitler rompt sa promesse, Français et Britanniques mobilisent leurs armées, mais n'interviennent pas. Prêt militairement pour un conflit d'ampleur, débarrassé du danger soviétique grâce au pacte signé avec l'URSS une semaine plus tôt, Hitler envahit l'ouest de la Pologne le 1er septembre. Les démocraties réagissent en lui déclarant la guerre. Voilà, c'est sur les prémices du second conflit mondial que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura permis de bien appréhender les principales expériences totalitaires de l'entre-deux-guerres et les manières dont elles ont déstabilisé les démocraties européennes durant cette période. Nous nous retrouverons sous peu pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.